l'aborde pas dans le livre. En fait, il y avait un chapitre dans Nous avant la version que je vous ai envoyée, mais qui m'est apparu dans la lecture comme une sorte d'excursus ou de quelque chose qui s'éloignait un peu du cœur du sujet. Mais il y avait un chapitre sur le... alors d'abord, oui, je pense qu'il y a une politique amoureuse, c'est sûr. Je pense aussi, et ça peut nous relier à d'autres, que un des meilleurs moyens de la comprendre, c'est la littérature. Et ensuite, oui, je pense qu'il est le plus intense, toujours. On m'a souvent fait remarquer, et c'est vrai, je ne sais pas quoi en faire pour les prochains romans, parce que c'est toujours embêtant quand quelqu'un te fait apparaître une structure commune à tout ce que tu fais. Tu te demandes est-ce qu'il faut continuer à le faire, il faut mieux le faire, il faut cesser de le faire. Mais dans quasiment tout ce que j'écris, il y a des couples à trois. Il y a des trinités amoureuses ou amicales. Et parfois, je me demande, mais là c'est une question littéraire, mais parfois j'ai l'impression que à trois, il y a quelque chose de la dualité amoureuse qui devient encore plus fort. Pour des raisons très classiques, c'est que du coup le rapport à deux a aussi un public à chaque fois. Il a aussi un spectateur, il a aussi un... Mais oui, enfin pour le répondre très brièvement à la question, oui, et je pense par ailleurs en effet que c'est toujours le nous le plus intense. Oui. Et alors, justement, parce que quand tu parles de l'amour, et c'est la page où j'ai tiqué, en fait il y a cette idée que ce que nous sommes, d'autres le sont aussi. D'accord. Alors moi je pense pas du tout. Et justement, si tu veux, j'ai l'impression que... Alors je pense que tu as essayé de le prendre de manière systémique, c'est-à-dire justement de l'utiliser comme c'est quelque chose, c'est une modalité de relation à laquelle tout le monde peut avoir accès. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une élection et d'une exception qu'on appelle rencontre, qu'on appelle ce qu'on veut, qui quand même, sélection un tout petit nombre d'amour et tu vois qui, comment dire, enfin, à mon horizon c'est... Peut-être, mais c'est un peu l'idée que j'imagine que tout le monde ne peut pas aimer. Je ne le vois pas vraiment comme ça. En fait. J'ai vraiment une particularité dans cette relation. Alors, si, potentiellement si, ça je reviens. Si tu veux, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'exception, de l'unique en fait. Et d'où le fait, parce qu'on discutait ça tout à l'heure sur le politique, je vois ce moment-là comme profondément politique. C'est-à-dire quand il y a rencontre dans l'amour, il y a élargissement de... il y a une espèce de souci du monde qui apparaît en fait. Parce que forcément, tu as un souci de l'autre qui apparaît. Il y a quelque chose qui, tu vois, dans le fait de... Il y a quelque chose de ça. Et c'est pour ça que j'avais du mal, à part à penser de manière systémique, à me dire ce que nous sommes, d'autres le sont aussi. Tout simplement parce que Joyce et Nora ne sont pas Aragon et Triolet, tu vois. Enfin, etc. Que ça, c'est pas du tout les mêmes choses qui sont... Oui, non, t'as raison. Il y a aussi donc tout ce passage qui est coupé, qui à mon avis du coup rend beaucoup plus fragile les petites notations là-dessus dans le bouquin. Je vais essayer de le défendre quand même. Je pense qu'une grande part de la politique amoureuse est aussi consacrée au rapport très compliqué entre ce qu'un amour est intérieurement, à deux, comme un absolu qui se développe, etc. Et la vie grandissante, qui est la vie sociale d'un amour, c'est-à-dire la manière dont quand on s'aime, ça devient, c'est très sartrien de ça, mais ça devient aussi, au bout d'un moment, un objet social pour les autres. Il y a des théories de l'amour de l'intérieur et des théories de l'amour de l'extérieur. La théorie de l'amour de l'extérieur, je sais pas, c'est quand Hegel essaye de déduire la forme du mariage, il y a une forme strictement extérieure de l'amour. C'est-à-dire c'est simplement, quand l'amour est reconnu socialement, il apparaît, il se réalise pleinement pour lui et tout ça. On sait très bien que toute la difficulté d'un couple, en général, est d'arriver à produire une politique de rapport avec des systèmes de ruse aussi, entre ce qu'un amour est intérieurement et ce qu'il devient extérieurement, ce qu'il devient pour la famille, ce qu'il devient pour la société, etc. Avec l'impression aussi que ce qu'un amour est extérieurement peut sans cesse menacer d'attaquer ce qu'il est intérieurement. La défaite d'un amour en dehors d'une séparation, la plus grande défaite d'un amour, c'est quand ce qu'un amour est intérieurement finit par se conformer à ce qu'il est extérieurement. Et là, il me semble qu'il y a une expérience fondamentale qui est trop peu étudiée, que moi j'aime beaucoup justement quand elle apparaît dans les romans, c'est le moment où, dans le cadre d'un amour, on découvre aussi la manière dont les autres s'aiment. Quand dans le monde apparaît
apparaissent d'autres couples, d'autres manières de s'aimer. Avec aussi toute une psychologie de ça. C'est-à-dire qu'un amour peut être jaloux de la manière dont d'autres s'aiment. Je pense qu'il y a une éducation aussi, c'est-à-dire qu'en voyant d'autres couples, un couple s'éduque, change, il y a des modèles, il y a des contre-modèles. Enfin, je sais pas, c'est un classique de la vie amoureuse, de venir de dire je ne veux jamais être comme cela. Enfin, tu as vu comment ils se parlent, tu as vu ce qu'ils sont. Et le modèle en général, d'ailleurs, c'est les parents. Souvent. Enfin, on dit aussi je ne veux pas t'aimer comme mon père a aimé ma mère, ou l'a mal aimé, etc. Voilà. Et je pense que ça fait partie de cette politique. Enfin, on négocie ça. L'autre, on négocie les modèles et les contre-modèles qu'on a de la manière dont les autres s'aiment. Et là, ce qui m'intéressait juste, mais c'est trop rapide, c'est que je voulais le prendre comme exemple, mais c'est peut-être pas très heureux, il faudrait prendre d'autres formes. Je voulais le prendre comme des fêtes du réaliste. Le réaliste, vous vous souvenez, dans la logique, c'est celui qui fait toujours emporter l'intensité d'une forme sur son extension. C'est-à-dire, c'est toujours celui qui va humilier l'universaliste en disant que plus un groupement est faible, plus il est fort. Évidemment, en général, le réaliste, il ne va pas jusqu'à l'amour. C'est ça qui est intéressant. Le réaliste, la plupart du temps, il va s'arrêter au clan, à la tribu, à la famille. Ça, c'est les formes privilégiées du réaliste. Je le cite à un moment, il y a l'exemple fameux de Le Pen, quand Le Pen répétait toujours voilà, moi, évidemment, je préfère ma famille à mes voisins, ceux qui sont à l'autre bout du pays, et ceux du pays aux autres Européens, les autres Européens aux autres. Donc une logique très simple de cercle concentrique, et de dire bon voilà, l'universaliste il est absolument idiot parce qu'il veut faire un nous absolument étendu, et ils sont prêts à payer ce qu'il n'a pas compris, c'est que le plus fort c'est celui-là. Bon, le réaliste il s'arrête en chemin parce qu'il va prendre des groupements politiques qui sont pour lui fondamentaux, il va prendre comme atome en général, enfin voilà, le clan, la tribu, mais il faut descendre en dessous. Si tu descends tout en dessous, je pense, une sorte de paradoxe, c'est que la forme ultime qui réalise le vœu du réaliste, c'est le couple. C'est-à-dire celui qui dit, en fait, rien n'est moins étendu et plus fort comme sujet politique que le nous deux. Et là, ce que j'aurais voulu indiquer à ce moment-là, c'est que de même que l'idéaliste périt, par extension, le réaliste est toujours menacé par le fait que tu ne peux jamais tenir un nous très fort sans reconnaître qu'il y a des subjectivités hors de ce nous. C'est-à-dire, tu as beau absolutiser ton nous, il y a toujours un moment où tu dois reconnaître, et donc tu es condamné à reconnaître qu'il y a des nous hors de nous. C'est toujours comme ça que périt le réaliste, c'est-à-dire, avec ses formes, c'est le clan ou la tribu ou le village qui doit admettre qu'il y a un autre village, il y a une autre tribu. Et que cet autre village, cette autre tribu, ils font usage de nous pour eux-mêmes. Donc le réaliste, en général, dans un premier temps, il tient comme une sorte de relativité en disant « Ok, nous sommes absolument nous pour eux-mêmes, et puis eux, ils sont nous pour eux-mêmes. » Mais il est obligé de dire, au bout d'un moment, en gros, soit « Ah, mais ceux qui sont nous là-bas, c'est pas les vrais nous. C'est pas vraiment nous. » Et il y a un moment où cette contradiction, elle est intenable. Et je pense, au fond, mais c'est compliqué parce que c'est en deçà même du réalisme, je pense que c'est un problème qui se pose aux nous amoureux aussi, au bout d'un moment. C'est-à-dire le fait de conserver l'absoluité du nous amoureux. Et c'est pas une question qualitative, puisqu'on sait bien que tout amour est exceptionnel. Tu vois qu'un amour est exceptionnel qui ne se laisse pas comparer à un autre. Mais il y a aussi un moment où tu dois reconnaître, non pas qu'il y a des autres, mais qu'il y a des autres qui disent nous, il y a des autres qui s'aiment. Et le fait qu'il y ait des autres qui s'aiment est toujours à terme un problème pour l'absolu amoureux. C'est un problème, ça ne veut pas dire que c'est un échec, etc. Mais c'est une question dans la politique amoureuse. Et je pense qu'il y a deux types de réponses dans une vie. Il y a une réponse qui est plutôt fataliste, qui est la pente que peuvent prendre beaucoup d'amour qui s'épuisent, qui est une manière de dire on s'aime et après tout, ce qu'on a cru être exceptionnel, notre amour, en fait, il n'y a rien de plus général. Le couple arrivant à l'âge mûr qui devient justement réaliste sur son amour et qui dit ah, quand je t'aimais, je pensais que tu étais la seule, mais lui aussi, c'est la forme générale de l'amour. Et qui tire de ça une sorte de sagesse un peu vague, avec des généralités sur l'amour humain. Ou bien, il y a une lutte qui consiste, même politiquement, à tenir le fait que non, celui-là n'est pas comme les autres. Mais c'est très très dur, c'est le travail d'une vie, de penser que jusqu'au bout, celui-là n'est pas comme les autres. Ce qui n'est pas nier le fait que pour un autre amour, cet amour est absolu. C'est pas nier la possibilité que chaque amour soit absolu pour lui-même.
Mais c'est arriver à tenir ensemble la contradiction de la reconnaissance sociale, du fait que les autres s'aiment comme on s'aime, mais qu'en même temps, il y a un sens auquel non, radicalement, ils ne s'aiment pas comme nous, on s'aime. C'est très dur à tenir parce que c'est quelque chose au sens strict que tu ne peux pas tenir, c'est un discours que tu ne peux pas tenir hors de ton couple. Parce que va te dire l'autre? L'autre va te dire, mais oui, tout à fait, mais moi je pense la même chose. Enfin, Et donc c'est un discours qui doit être universel et vrai, mais que tu dois tenir tout au long d'une vie pour cet amour lui-même, au sein de cet amour. Ça veut dire que tu dois trouver un moyen avec celui ou celle que tu aimes de te reformuler cette vérité, que cet amour est bien absolu pour lui-même, d'une manière différente dont les autres amours pensent qu'ils sont absolus pour eux-mêmes. Et que si tu t'aperçois que là-bas les autres trouvent aussi un moyen de penser que cet amour est absolu pour eux, tu dois trouver, et c'est une lutte, et à mon sens c'est aussi une forme politique. Or cette lutte, parfois, on arrête de la mener. Et dans ces cas-là, c'est ce que je veux dire, il y a une sorte d'échéance, on en connaît plein, hein, des couples comme ça, il y a une sorte de déchéance qui fait qu'un couple accepte qu'il est particulier. Mais particulier ne veut pas dire singulier et universel en même temps, ça veut dire qu'il a ses particularités comme tous les autres. Et il produit une sorte de sentiment doux amer, on s'aime comme tous les autres. Ce qui peut arriver de plus terrible à un amour. Enfin, voilà. Et je sais pas du coup si j'ai défendu pour que tu vois le...